J'espère que tout le monde se porte bien. Ça va, ça va. Toujours, très bien. Ok. Bon, mets ton laptop là en soutien. Bon, on a partagé avec vous un document qui, qui présente un peu de façon, je vais dire, légère, le processus de levée de fonds. Dans le document, ils mettent plus l'accent sur la levée de fonds et vous expliquent les préalables. Parce que justement, les gens, les entrepreneurs camerounais en particulier, ou africains, ont tendance à se dire que quand on veut lever les fonds, c'est arbitraire. Tu te lèves un matin, tu dis je veux lever les fonds sans savoir effectivement pourquoi. Tout à l'heure, Patricia, tu as dit quelque chose, tu as parlé du choix le type d'investisseur. Oui. Le type d'investisseur, c'est la clé. Et justement, beaucoup de personnes lèvent les fonds sans se poser cette question-là. Quel est le type d'investisseur que tu recherches? Ces derniers jours, je crois, nous sommes en train de vivre une histoire d'un entrepreneur camerounais qui est justement un peu tombé dans ce piège-là, où il lève des fonds et c'est quand il y a les problèmes qu'il connaît même qui était son investisseur. Nous ne sommes pas encore dans les entreprises cotées en bourse pour dire qu'on n'a pas besoin de se connaître. Nous sommes encore dans, j'ai envie de dire, un peu un côté familial dans nos entreprises. Et du coup, nous devons de se connaître. Mais je crois que même le droit Ouada le dit. Vous devez vous connaître et vous faire confiance. Bon, ça c'est peut-être pour le cas des salles. Mais la levée de fonds, c'est quelque chose de très technique. Notamment, on a parlé du choix des investisseurs. Pourquoi est-ce que tu lèves? Parce que justement, quel est le stade de ton projet? À quel stade se situe ton projet? Parce que les méthodes de valorisation dépendent aussi de ça. Un projet qui existe depuis 10 ans ne pourra pas forcément faire la même méthode qu'un projet qui est encore en train de se lancer. Un projet si Brasserie veut faire sa valorisation, ils existent depuis beaucoup d'années. Il y a des méthodes qui sont plus spécifiques pour eux parce qu'ils ont déjà des éléments tangibles sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour démontrer ou pour présenter leur valeur. Or, quand c'est un projet qui est encore en cours de création, vous ne pouvez pas aussi utiliser la même chose parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'éléments non tangibles. Nous sommes encore un peu plus ou moins en train de vendre ce qu'on appelle le rêve. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du business plan. Bon, mon exposé ou bien ma prise de parole, ce n'est pas de vous expliquer le document que vous avez reçu. On vous explique juste, on vous a transmis ce document pour qu'effectivement, lorsque nous allons être amenés à travailler votre projet, que vous ne soyez pas égarés, surpris, et que vous devez comprendre que ce sont des choses qui respectent des standards. Des standards. La plupart des problèmes des entrepreneurs au Cameroun actuellement avec les levées de fonds, c'est parce qu'ils ne font pas les choses dans les règles de l'art, dans les standards. Chacun fait sa part comme il veut, où les gens appellent à gauche investisseur, l'autre appelle à gauche actionnaire. Quelqu'un te dit dans la même phrase, il te parle d'investisseur, il te parle d'actionnaire. Il ne connaît même pas la différence entre les deux. Et pourtant, les deux sont supposés lui avoir donné l'argent. Je dis que non. Quand on dit investisseur, c'est quoi? En principe, un investisseur, c'est quelqu'un que tu estimes avoir la capacité ou les ressources adéquates pour ton projet. Adéquat, le mot adéquat a toute sa place. C'est parce que tu estimes que c'est quelqu'un qui a les ressources adéquates pour ton projet. C'est ça l'investisseur. Maintenant, pour être actionnaire, il faudrait qu'il quitte il faut quitter du statut d'investisseur au statut d'actionnaire. Et pour cela, on quitte de l'intention à l'action. Ayant déjà fait le choix, ou bien ayant déjà fait le profil de tes investisseurs, tu as fait le profil de tes investisseurs, tu dis, OK,
Voilà la méthode de valorisation qui est propice pour eux, dépendamment du type d'information que tu dois mettre en avant. Dépendamment du type d'information que tu dois mettre en avant. Et à ce moment, tu fais ce qu'il faut faire. Bon, là, nous parlons un peu de mathématiques financières. Donc, c'est pour ça que c'est normal que certains tableaux, vous ne puissiez pas comprendre. C'est parce qu'il y a derrière ce que nous sommes en train de dire, se cache beaucoup de mathématiques financières. Et c'est pas l'objet, on ne va pas vous expliquer comment il faut calculer ci, comment il faut faire ça. Ce qui compte, c'est quoi? Lorsque nous faisons la valorisation suivant ces méthodes internationales, qu'est-ce qu'on recherche? Il faut savoir exactement ce qu'on recherche parce que à la fin, il faut savoir ce que tu dois demander. Beaucoup de les gens, certaines personnes font la valorisation. Le danger justement de faire la valorisation sans respecter certaines procédures, c'est qu'à la fin, tu risques de te retrouver en train de prendre l'argent qui ne va pas t'aider. Et c'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Tout récemment, il y a une microfinance qui nous a contactés. Ils ont eu ce problème. Ils ont fait une valorisation, ils n'ont pas utilisé la bonne méthode. Ils ont fait une valorisation et puis ils ont pu collecter des fonds qui n'ont pas aidé. L'objectif de la valorisation, c'est de pouvoir trouver de l'argent qui va pouvoir aider. À défaut, ça veut dire que quoi? Tu dois te donner un target que si tu n'atteins pas, tu dis non, je ne prends pas l'argent. Comme on dit, on souscrit, il y a le moment de la souscription, il y a le moment de la libération. Est-ce que la souscription peut atteindre le quota que tu te donnes minimalement ou pas? Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, les gens font des valorisations après, ils n'arrivent pas à bouger d'un pouce. Et il faut déjà qu'ils commencent à rendre compte. Ou il faut encore qu'ils passent à la deuxième phase de la valorisation parce que justement, vous devez aussi comprendre que les valorisations peuvent se faire à plusieurs stades. Une valorisation n'est pas une donnée finie. La valorisation de janvier n'est pas la valorisation d'exemple. La valorisation de janvier 2023 est différente de la valorisation de janvier 2024. Parce que de 2023 à 2024, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur tous les aspects, que ce soit sur l'aspect du marché, que ce soit sur les aspects économiques, que ce soit sur les aspects monétaires, que ce soit même sur ça peut être des risques sanitaires, des risques, les guerres et autres, beaucoup de choses peuvent influencer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on recherche? Donc, avant d'arriver sur les méthodes, il faut d'abord que vous devez comprendre ce qu'on recherche lorsque nous faisons la valorisation. Il y a des indicateurs, je ne vais pas tout vous lister, mais je vais vous citer les plus importants. Les plus importants, on recherche ce qu'on appelle les, on recherche ce qu'on appelle les free cash flow disponibles pour l'entreprise. Les free cash flow disponibles, c'est quoi? Pour l'entreprise. Les free cash flow disponibles pour l'entreprise, c'est quoi? On te dit, tu as une entreprise qui génère des cash flows. Et ensuite, tu dois payer toutes tes charges. C'est-à-dire, quand on parle de charges, on parle du personnel, on parle des impôts. Et à la fin, tu as ce qu'on appelle les free cash flow disponibles pour l'entreprise. Donc, c'est l'argent que tu as, que l'entreprise détient après avoir géré toutes ses charges. Ça n'inclut pas les charges financières. Après avoir déterminé les free cash flow, on doit maintenant déterminer les free cash flow. Après avoir déterminé les free cash flow disponibles pour l'entreprise, on doit maintenant déterminer les free cash flow disponibles pour les actionnaires. Pour les actionnaires. Quel est l'argent disponible pour les actionnaires? Ça doit se faire justement après déduction d'un crédit, si vous avez pris du crédit. Parce que l'argent disponible pour les actionnaires ne doit jamais prendre en compte les crédits. Et ensuite, nous devons pouvoir déterminer ce qu'on appelle la valeur de l'entreprise et la valeur de la dette, s'il y a une dette, et la valeur d'une action.
Voilà la clé. Voilà même ce qu'on recherche, c'est la valeur de l'action. La valeur de l'action, là, est une équation mathématique qui doit répondre à valeur nominale plus prime d'émission. Le mot prix d'émission, il faut bien retenir le terme prime d'émission. La valeur nominale d'une action doit répondre à la formule mathématique valeur nominale plus prime d'émission. La valeur nominale, c'est une valeur connue. Je crois dans la sphère OHADA, c'est 10 000, la valeur nominale. Et la prime d'émission, c'est dans la prime d'émission qu'on doit pouvoir trouver toutes les liquidités nécessaires pour... C'est là-bas où, comme on dit, tout ce qu'il faut comme ticket d'entrée, tout ce qu'il faut pour boucler le programme de financement, tout se gère dans la prime d'émission. Donc, s'il faut une somme qui doit être remboursée aux actionnaires afin que aux fondateurs, afin que les nouveaux investisseurs soient au même pied d'égalité, ça va se gérer dans les primes d'émission. S'il faut boucler le programme de financement, ça doit se gérer dans la prime d'émission. C'est pour ça que généralement, j'ai eu certains entrepreneurs parfois ont l'habitude de nous envoyer, de nous appeler peut-être pour des conseils où ils veulent entrer dans une entreprise. Et puis, ils nous envoient un document que l'entreprise a fait, qui est supposé être un document de valorisation. Mais bizarrement, après, lorsque tu l'analyses, tu vois quelqu'un te dit, il fait l'entrée du capital en plusieurs phases. Et dans la phase 1, il te dit, l'action, c'est 3 000. La question que je leur pose toujours, c'est que, mais comment ton action peut être plus petite que la valeur nominale? La règle, c'est que la valeur d'une action ne doit pas être inférieure à la valeur nominale. Ça, sinon, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as une prime d'émission nulle. Ça veut dire que tu as une prime d'émission nulle. Tu as déjà même une valeur d'action qui est inférieure à la valeur nominale. Donc, comment tu dis que la valeur de l'action, c'est 3 000? Et beaucoup de gens font ça. D'ailleurs, ils te disent, phase 1, ça sera 3 000. Après la phase 2, ça sera 6 000. Après la phase 3, ça sera 8 000. Après la phase 4, ça sera 12 000. Parce qu'ils ne comprennent pas la logique. La valeur d'une action, j'ai dit, c'est ce qu'on recherche. Et ça doit répondre à l'équation mathématique valeur nominale plus prime d'émission. C'est dans la prime d'émission qu'on gère tout. Les tickets d'entrée, le programme de financement, la suite du programme de financement. Parce que si tu finis de lever les fonds avec les actionnaires et à la fin, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas boucler votre programme de financement, vous avez en principe deux options. Soit les nouveaux actionnaires qui ont pris les actions ajoutent encore des liquidités pour pouvoir, bien sûr, ils ajoutent des liquidités dépendamment de leur quota, des pourcentages qu'ils ont pris, pour pouvoir atteindre la valeur que vous recherchez afin de soutenir votre programme de financement. C'est pour ça qu'il est très important, quand on parle du tunnel de vente, il est très important que votre investisseur comprenne ça dès le départ. Ça ne doit pas être comme une surprise après. Parce qu'il y a les gens, quand ils prennent 10% dans une entreprise, ils se disent que comme il a donné 10 millions pour prendre 10%, c'est fini. Il attend ses dividendes. Non. Si on dit que l'entreprise a besoin de 1 milliard, tu as 10%. Mon ami, va chercher tes 10% de 1 milliard, tu viens mettre. C'est ce que ça veut dire, de façon littérale. Hein. C'est ce que ça veut dire, mais beaucoup d'investisseurs locaux ou bien qui n'ont pas la logique des investissements ou bien de l'actionnariat ne comprennent pas ce que ça veut dire. Pour lui, comme il t'a donné l'argent le jour 1, il peut se coucher, il dort et le reste, il s'en fout. Est-ce qu'on peut te poser des questions au fur et à mesure ou on garde nos questions pour la fin? Posez au fur et à mesure, posez. Donc, dans ce cas-ci, quand on dit que j'ai mis mes 10 millions et que j'ai acheté 10% de l'entreprise, je suis actionnaire à 10%. Si l'entreprise a besoin d'1 milliard et que je ne peux pas déposer 100 millions par rapport à mes 10%, qu'est-ce que je fais? Non, généralement, quand tu ne peux pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on cherche les ressources ailleurs.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit, si vous pouvez prendre un crédit, vous prenez un crédit. À ce moment, tout le monde supporte le crédit. Si vous ne pouvez pas prendre un crédit, il faut encore peut-être ouvrir le capital. À ce moment, l'actionnaire qui ne peut pas, c'est pour ça que vous voyez souvent, on absorbe quelqu'un dans les actions. Parce que quand on va te dire ajoute, tu ne peux pas ajouter. Quelqu'un va donc ajouter et on diminue ta part, on donne à quelqu'un. Ou bien, bon, je vais parler un peu de façon terre à terre, hein. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va diminuer tes actions. On donne soit à un coactionnaire comme toi qui va pouvoir ajouter les ressources nécessaires, soit on libère ton capital, on fait entrer un nouveau actionnaire, soit si on ne veut pas prendre un nouveau actionnaire, on prend un crédit. Mais dans tous les cas, il faut pouvoir trouver où est-ce que l'argent vient. Et les sources de financement, on les connaît, sont du trois. Les fonds propres, le crédit ou les subventions. Donc, si vous devez pouvoir trouver l'argent sur l'un des canaux, sur l'un des canaux que je viens de citer, à défaut, c'est un problème. Donc, Mais tu n'as pas cité un nouvel investisseur parmi les canaux là. non, c'est ce que j'ai dit. Non, pas une nouvelle. Quand j'ai dit fonds propres, quand j'ai dit fonds propres, c'est inclus, c'est dedans. Ah, d'accord, ok. Le fonds propre, c'est ce qui concerne les actionnaires. Anciens comme nouveaux, bien sûr. Ok. Donc, vous voyez donc que si vous faites mal cette opération, il y a de fortes chances que vous allez prendre l'argent qui ne va pas vous servir. Et vous allez vous retrouver dans les situations que vous voyez, tous les entrepreneurs camerounais là sont dedans là. La plupart ont pris de l'argent sans savoir pourquoi est-ce qu'ils prenaient l'argent. Parce que justement, ils n'ont pas fait l'expertise qu'il fallait au préalable. Qui va venir te dire. Parce qu'il faut savoir, quand on veut l'argent, on veut financer deux choses. C'est soit le CAPEX, soit c'est l'OPEX. Donc, quand tu dois prendre ton argent, rassure-toi que la levée de fonds que tu es en train de faire peut soutenir ton CAPEX plus l'OPEX ou peut soutenir minimalement des opérations qui peuvent permettre au projet d'atteindre un certain niveau de croissance. À défaut, c'est un problème. Et les cas, on en a plein d'ailleurs. Je vous ai parlé par exemple du microfinance qui actuellement est dans des difficultés à cause de ça. Ils ont fait une mauvaise valorisation, ils ont payé des actions. Après, quand je demande le prix d'une action, quand ils te donnent le montant, tu dis, mais gars, valeur J'ai de une l'action question égale là. à... Oui, J'ai une question à ce niveau-là. Bon, imaginons oui, qu'on fasse une levée de fonds et qu'elle est insuffisante par rapport au projet qu'on veut mettre en œuvre. oui. On fouille les canaux possibles d'investissement, on n'en trouve pas plus. Qu'est-ce qu'on fait? On fait marche arrière, on abandonne le projet, comment ça se passe? Si on trouve Généralement, pas. je vous ai donné, vous avez généralement deux options. La première option qui est la plus facile, c'est prendre un crédit supplémentaire pour soutenir. Mhm. La deuxième option, c'est que vous pouvez déclencher le financement à l'état actuel avec avec ce que vous avez. Vous Mhm. atteignez un certain niveau de maturation du projet. À ce moment, vous faites la phase 2 de la valorisation. Ok, ok, Je vous ai dit, la ok. valorisation se fait par étapes. Vous faites la phase Mhm. 2 de la valorisation pour faire entrer des nouveaux actionnaires. Ok, ok. Ou à défaut, les fondateurs ou bien ceux qui ont... Parce qu'il y a au départ, à la création, ce sont les fondateurs. Après ça, Mhm. nous passons à la phase 1 de la valorisation. Si la phase 1 de la valorisation, vous levez les fonds qui ne peuvent pas soutenir tout le programme de financement, vous pouvez déjà déclencher le financement, vous pouvez déjà déclencher les investissements, tout ce qu'il faut faire. Et ça va vous permettre d'atteindre un certain niveau de maturation. Et puis, vous pouvez déclencher à ce moment la phase 2 de la valorisation. Ok, C'est pour ça ok. que je vous ai dit, Mhm. la valorisation la variable la plus importante dans la valorisation, c'est le temps. Une Évidemment. valorisation que vous avez faite en janvier, vous ne pouvez pas présenter ça en décembre. Sauf si vous voulez dire que Bien, de janvier en décembre, bien vous sûr. n'avez rien fait. Vous voyez un peu. Je comprends. Ouais, ouais. Voilà. Donc, Mhm. ce n'est pas pour dire que si vous n'avez pas atteint, vous allez rembourser l'argent. Non.
vous déclenchez, vous atteignez un certain niveau, vous faites encore une autre phase de valorisation. La valorisation se fait à tout moment qu'on a besoin de ressources supplémentaires. Ok. À tout moment, oui. Donc, comme je disais tantôt, j'ai dit, pour ne pas être long, pour être pas long, je vais chuter là. Il est important de savoir pourquoi est-ce qu'on veut l'argent. Il ne faut pas faire la levée de fonds pour faire la levée de fonds. Vous devez pouvoir déterminer qu'est-ce que je veux comme valeur. Et d'entrée de jeu, on a dit il faut déjà faire le profil de vos investisseurs. Vous devez savoir vers qui est-ce que vous allez. Parce que comme j'ai dit, la définition basique d'investisseur, c'est toute personne ayant la ressource adéquate, humaine, matérielle, financière, pour soutenir votre projet. Là, on est dans l'intention. Dès que l'intention devient manifeste, donc c'est l'action, il devient un actionnaire. Vous devez déjà faire ce choix-là et pouvoir identifier qu'est-ce qu'ils veulent voir. Et je vous ai dit minimalement, je vous ai cité un ensemble de choses qu'on retrouve, mais à la fin, on veut une valeur, la valeur d'une action qui doit répondre à l'équation mathématique valeur nominale plus prime d'émission. Et c'est dans la prime d'émission qu'on rémunère tout le monde, et le projet, et les fondateurs, et tout le monde. Et bon, maintenant, pour chuter dans mes propos, les méthodes de valorisation qui respectent les canons internationaux sont de plusieurs ordres. Généralement, lorsque vous êtes une entreprise en création, la valorisation adéquate pour vous, c'est la méthode des free cash flow actualisés, les futurs cash flow actualisés, dans ce qu'on appelle le DCF. C'est la méthode adéquate pour vous. C'est une méthode qui repose essentiellement sur le business plan. Donc, c'est là où le business plan prend tout son sens parce que toutes les informations pour faire cette valorisation sortent et viendront du business plan. Ça, c'est la méthode courante pour les entreprises qui n'existent pas ou pour les entreprises qui n'ont pas encore un sérieux patrimoine. Parce qu'une entreprise comme Brasserie, par exemple, ça, c'est pour prendre cet exemple-là, qui ont déjà des grands patrimoines, qui ont déjà fait des réalisations. Eux, généralement, la méthode de valorisation adaptée pour eux, ça sera la méthode sur les patrimoines. Parce que le patrimoine, ils en ont. Ils ont déjà quand même fait ce qu'on appelle on va faire la valorisation de tous les actifs. Et c'est de là qu'on va vous donner, on va vous déterminer la valeur d'entreprise, la valeur d'une action. Ça, c'est adapté pour ce type-là. Une brasserie n'a pas intérêt à faire une valorisation avec les free cash flow. Mais pour une entreprise qui est en création, il ne peut faire que les free cash flow. Maintenant, il y a d'autres méthodes comme les goodwill que vous pouvez faire et qui reposent beaucoup plus sur quoi? Sur les indicateurs non tangibles. Par exemple, si vous faites un projet, vous faites le même projet avec, je vais prendre des noms connus. Si Dangote vient faire un projet, rien que le nom Dangote déjà, si on fait l'analyse de son goodwill, la valeur que ça va dégager ne peut pas être la même que quelqu'un qui n'est pas connu dans la sphère des affaires. Donc, ça sont des indicateurs non tangibles. Et comme je l'ai dit, il faut trouver, première des choses, profil des investisseurs. Deuxième des choses, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la valeur d'une action. Pourquoi? Parce que la valeur de l'action doit répondre à l'équation valeur nominale plus prime d'émission. C'est dans la prime d'émission qu'on rémunère tout le monde, et les fondateurs, et le programme de financement. Et ensuite, vous avez, dépendamment des projets et des investisseurs, vous pouvez faire une ou plusieurs méthodes. Donc, ce n'est pas forcé de faire une seule. Vous pouvez aller vers un interlocuteur qui va vous dire, bon, quelqu'un qui peut-être qui s'y connaît, qui va vous dire, non, moi, je veux telle méthode. Il y a aussi une méthode qui est la plus courante et c'est ce que les serial investisseurs aiment le plus, c'est la méthode des comparables.
Maintenant, dans les comparables, il y a deux types. Il y a les multiples comparables et il y a les transactions comparables. Donc, dans les transactions comparables, c'est quoi? On va vous dire, par exemple, que faire des comparaisons, il y a ça c'est la mathématique financière, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais je vais expliquer de façon succincte. On va vous dire, par exemple, prenez des entreprises du même acabit que vous, qui ont eu à mener des opérations de fusion, acquisition, cession. Et vous prenez leurs paramètres, vous déterminez à travers leurs paramètres, et ça doit être des entreprises de même nature, qui sont plus ou moins dans le même type de marché. Ça veut dire qu'en quoi, c'est quoi? Si vous êtes au Cameroun, vous ne devez pas aller prendre, vous ne devez pas faire des transactions comparables avec une entreprise qui est aux États-Unis, parce que ce n'est pas le même type de marché, ce n'est pas le même type d'économie. Vous pouvez chercher des entreprises, par exemple, qui sont, disons, peut-être comme quoi, la Côte d'Ivoire. Vous pouvez chercher peut-être en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, là-bas, où il y a des pays qui peuvent un peu être similaires à notre environnement. On va vous dire, par exemple, ça, c'est pour les transactions comparables. Pour les multiples comparables, pour le procédé, c'est la même chose. Mais sauf que on ne cherche plus des indicateurs de fusion, acquisition, et comme ça, on va vous demander, par exemple, des indicateurs sur le chiffre d'affaires, les indicateurs sur les résultats nets, les indicateurs sur l'excédent brut d'exploitation. Donc, à ce moment, les indicateurs, ce sont les indicateurs d'exploitation. Or, dans les transactions, c'est plutôt les indicateurs de fusion, cession, acquisition. Ce n'est pas le même type. Donc, dans les comparables, il y a deux types d'analyse pour faire la valorisation. Donc, là, vous voyez, on est dans une bagatelle de 4 à 5 et c'est pas tout, il y en a encore d'autres, mais beaucoup plus profondes, dépendamment du type de marché, dans le type d'écosystème où nous nous trouvons. Mais les plus courantes, c'est les free cash flow, comme je vous l'ai dit, pour les entreprises en création ou qui n'ont pas encore atteint un fort niveau de maturation. Et les patrimoines, la méthode patrimoniale pour les entreprises qui ont déjà quand même haussé leur bourse, comme on dit, et les comparables, les multiples comparables et les transactions comparables. Généralement, avec les grosses boîtes, c'est les choses, c'est la méthode qu'on va te demander le plus. On va te dire, par exemple, fais-nous la méthode patrimoniale. SABC, par exemple, on va lui demander de faire la méthode patrimoniale et la méthode des transactions comparables. Et après un moment, on fait maintenant une pondération. On fait une pondération pour trouver la bonne valeur. Ce sont ces deux méthodes-là qui peuvent parler plus pour eux. Or, pour un projet qui n'existe pas encore ou bien qui n'a pas encore un fort niveau de maturation, on va plutôt lui demander les discounts, le DCF et peut-être un peu les multiples comparables. Donc, et à la fin, bon, oui. Dans notre cas, là, moi j'imagine, d'après ce que j'ai lu, hein, j'imagine qu'on correspond un peu au premier cas, en fait, des free cash flow, là. Oui, en fait, vous correspondez au premier cas. C'est ça. Oui. Ou un peu peut-être patrimoine, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on peut mixer deux méthodes? C'est possible? Oui, on peut mixer 2, 3, 4. Beaucoup, on peut mixer. Okay. Oui, généralement, vous pouvez mixer. Je vous ai dit, généralement, la méthode patrimoniale peut se mixer avec avec les transactions comparables. Avec les transactions comparables. Okay. Oui. Okay. Et ça, c'est pour les entreprises de grande taille. Parce que quand on dit transactions comparables, nous parlons, on va te mesurer avec des entreprises qui sont cotées en bourse. Pour qu'on puisse comparer. Et des entreprises cotées en bourse, parce que le gros challenge avec la méthode des comparables, c'est de trouver les informations financières tangibles. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le gros challenge là-bas. Ça peut être que des sociétés. Or, vous voyez que dans notre écosystème, ce n'est pas évident. Parce que à 90%, toutes les entreprises mentent sur leurs données financières. C'est clair. Dans notre écosystème. Donc, du coup, c'est des méthodes qui peuvent souvent prêter à discussion, quoi. Évidemment. Parce que, évidemment. Voilà, il faut vraiment être bien au courant du tissu économique. Quoi. Voilà. Ouais. Voilà.
Parce qu'on va vous demander, par exemple, la question ici, ça ne sera pas le résultat que vous allez présenter, c'est est-ce que les données financières que vous avez utilisées sont Fiable, quoi. Sont fiables, effectivement. Sont fiables. Quelles sont ces sources? C'est pour ça que c'est plus facile de faire ça avec les entreprises cotées en bourse. Oui, c'est plus facile. Parce que si tu peux prendre la DSF d'une entreprise ici à Douala, rassure-toi que la DSF, elle est fausse. Je vous avoue que je n'ai pas trop lu le paragraphe qui concernait les transactions comparables parce que je me suis dit que ça ne nous concernait pas du tout, en fait. Voilà. Oui, non, les transactions comparables, c'est vraiment pour les entreprises de grande taille. C'est vraiment pour les grandes tailles. Pour votre cas, je crois que c'est les DCF, le free cash flow, qui est le plus adapté. Plus Et adapté, puis, on peut peut-être un peu de patrimonial, peut-être. On peut peut-être nuancer avec les multiples comparables pour faire une sorte de clé. Mais comme je l'ai dit, la clé, c'est quelle est l'information, quel est le type d'investisseur avec qui on veut aller, parce que c'est ça qui doit pouvoir déterminer nos choix de méthode en fonction de leur niveau d'exigence, en fonction de leur niveau de susceptibilité. La clé, c'est le projet, quoi. Le projet, le business plan qui lui est attaché. C'est quand même la clé. Voilà, le business plan. La clé, c'est le business plan qui est attaché. La méthode DCF porte ces informations dans le DCF. Dans le business plan. Dans le business plan, c'est ça. Oui, il faut que les investisseurs, les éventuels investisseurs adhèrent au projet, quoi. Et qu'ils le comprennent bien. En fait, c'est ça. C'est ça la clé. Effectivement. En fait. Pour résumer, moi, je ramène tout un peu à notre situation, mais c'est comme ça que je comprends le process, quoi. Oui, effectivement, c'est ça. Merci. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. On a fait un peu le tour. Lorsque nous, on entrera peut-être dans le vif du sujet, on entrera plus dans les détails. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions à tout moment, vous pouvez les poser. On reste disponible. Je vais passer la parole. Roland, tu prends la main. Patricia, tu es très calme. Elle est encore là. Je pense qu'elle nous écoute, c'est bon. Ok. Vous m'entendez? Je suis là. Je vous entends très bien. D'accord. J'ai bien compris.